C'est la conscience universelle dont vous parliez la dernière fois. C'est pas ma conscience et la conscience de chaque individu. C'est la conscience de... Oui, mais... C'est là... Parce que... Hein, c'est ça. Et c'est justement le secret, le grand secret, qui est ouvert pour tout le monde, c'est justement le fait que cette conscience apparemment personnelle, cette conscience ordinaire, nous la partageons tous. Qu'en fait, c'est celle-là qui est universelle. C'est justement, c'est ça le grand secret. Sinon, bien sûr, on tombe tout de suite dans la religion. Bien sûr, il y a la grande conscience divine là-bas, très loin, et puis moi je suis la pauvre petite conscience stupide et limitée. Non, c'est pas ça. C'est que cette conscience apparemment limitée ne l'est pas. Cette conscience apparemment mortelle ne l'est pas. Cette conscience apparemment localisée, je sais pas, dans le crâne, dans le corps, ne l'est pas. C'est ça le grand secret. Et que nous croyions détenir la preuve qu'elle était mortelle, notre conscience humaine, n'est-ce pas, qu'elle était humaine, qu'elle était limitée, qu'elle était localisée. Nous croyons en détenir la preuve, des tas de preuves. Mais quand on essaye d'y regarder de plus près, on se rend compte que nous n'avons aucune preuve. Donc c'est une grande leçon d'humilité. La démarche spirituelle commence par une grande leçon d'humilité. Socrate disait « je sais que je ne sais rien ». Se débarrasser du faux savoir, et surtout le faux savoir relatif à la conscience. Les autres faux savoirs, au fond, c'est pas très important. Mais le faux savoir relatif à ce que nous sommes. Cherchez. Est-ce que vous avez la preuve que votre conscience, par exemple, est née, qu'elle a un début? Non. Et comme il s'agit de votre conscience, si vous n'en avez pas la preuve, qui l'aurait? Vous voyez ce que je veux dire? Car si la conscience est limitée, il n'y a que vous qui ayez accès à votre conscience, n'est-ce pas? Personne d'autre. Il n'y a que vous qui puissiez conduire, faire des expériences, conduire des expérimentations sur votre conscience. Personne d'autre, puisque vous êtes le seul à y avoir accès. La seule à y avoir accès. Et donc si vous, dans votre propre expérience, vous n'avez pas de réponse à la question « ma conscience a-t-elle un début ?» Personne d'autre ne peut avoir une réponse à cette question, dans cette hypothèse d'une conscience limitée, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui vous disent que la conscience est limitée ne savent pas de quoi ils parlent. Mais on est un filtre de cette conscience par rapport à ma question sur la mission tout à l'heure. Notre problème, c'est ce que nous nous préoccupons trop de ce que nous ne sommes pas, et pas suffisamment de ce que nous sommes. C'est votre problème. Votre problème, c'est que vous revenez toujours à ce que vous n'êtes pas, et vous, dès que je vous parle de ce que vous êtes, c'est-à-dire de ceux qui entendent ces mots en ce moment, c'est ça que vous êtes. C'est vous.
semble que ça ne vous touche pas. Vous voyez? Retracez-vous. C'est ça le plus intime de vous, c'est ce qui perçoit, c'est la conscience. Le reste, c'est pas important. Si je vous disais, si un jour vous avez un accident, n'est-ce pas, et vous apparaissez devant Saint-Pierre, et Saint-Pierre vous dit, bon, ben, c'est pas encore le moment, hein, on va vous renvoyer et on va vous donner, vous avez le choix entre deux options. Option numéro 1, vous retrouvez votre corps, mais vous perdez votre conscience. Option numéro 2, vous perdez votre corps, mais vous gardez votre conscience. Quelle option choisissez-vous? À quoi vous sert un corps sans conscience? Par contre, la conscience sans un corps, ça peut être intéressant. Au fond, la nuit, quand on rêve, c'est pas mal. Mais on n'a pas de corps. On n'a pas encore ce corps-là. Je dis ça pour essayer de vous recentrer sur ce qui est fondamental. Parfois, on a l'impression que si l'on se recentrait sur ce qui est fondamental, on passerait à côté de sa vie. Que tout le reste, toutes les joies de la vie, toutes les découvertes, tout ce qui semble nous faire le sel de la vie, au fond, nous passerions à côté. Car nous irions nous isoler dans une sorte de couvent spirituel, sans couleur, une espèce de grisaille. Mais ça n'est pas le cas. Car si nous regardons, qu'est-ce qui nous empêche de profiter pleinement de la vie? C'est justement le fait que nous ne vivons pas dans l'instant. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans l'instant? Qu'est-ce qui fait que nous nous projetions constamment vers l'avenir? C'est le mécanisme de peur et désir. Si nous n'étions pas soumis à la peur et au désir, nous pourrions vivre dans l'instant. Et la peur et le désir nous en empêchent. Et donc la peur et le désir sont les voleurs qui nous dérobent la joie de la vie. Et pourquoi? Quelle est la cause de la peur et du désir? C'est justement cette croyance que nous sommes une entité séparée, vouée à la disparition, qui doit tout faire pour se préserver, pour assurer une immortalité qu'elle ne saurait atteindre, bien sûr. Et donc en fait, le fait que nous ne nous adressons pas, que nous n'essayons pas de répondre à la question essentielle, qui est la question justement de cette entité séparée, qui est la source de la peur et du désir, et qui est au fond le voleur qui nous dérobe la joie de la vie. C'est justement le fait que nous nous adressons, que nous ne posions pas cette question, qui perpétue justement l'impossibilité du bonheur. Oui. C'est, enfin, quand vous dites ça, je suis tout à fait en face parce que j'ai très peur de louper ma vie, de passer à côté de choses, de vieillir et de mourir sans avoir vraiment vécu, sans avoir vraiment fait ce que je voulais. Et
je suis tout le temps en train de tenir les rênes ou en train d'essayer de diriger, et en même temps, je sais que ça se passe pas comme ça. Et j'essaye de lâcher et je reprends. Par exemple, je vais voir que je vais saisir, et là je vais me bloquer, je vais faire non, je suis dans la saisie, je vais lâcher, et puis derrière il y aura l'idée, tu es encore dans la saisie de. Enfin, il y a toujours des millefeuilles qui se mettent en place. L'ignorance, c'est comme un singe qu'on chasse par la porte et qui se repointe à la fenêtre, Ouais. dès qu'on l'a chassé. Et il faut apprendre à détecter le singe. Et le singe, c'est la personne séparée. D'être une femme, d'être un homme, au lieu d'être simplement la conscience. C'est ça. Sinon, on ne fait qu'appliquer des recettes que l'on a entendues en venant assister à des réunions comme celle-ci. En entend il faut lâcher prise, il faut... Mais c'est bien joli, il faut lâcher prise. Mais si, tant qu'on n'a pas lâché prise de cette croyance d'être une conscience séparée, quel que soit le lâcher-prise partiel que nous effectuons, immédiatement, cette croyance va créer d'autres attachements immédiatement. Donc, ce qui permet le lâcher-prise, c'est vraiment une forme de compréhension. Que ce soit par le cœur, que ce soit par l'intelligence. C'est et la compréhension, ou au moins s'ouvrir à la possibilité que ceux qui entendent ces mots en ce moment même, cette conscience que nous sommes, n'est pas un objet, ni un objet matériel comme une chaise, un microphone, ni un objet subtil comme une pensée ou une sensation. La conscience n'est pas une pensée. Ce qui pense n'est pas une pensée. Ce qui perçoit les sensations n'est pas une sensation. Donc il y a au cœur même de notre expérience humaine une réalité insaisissable. Insaisissable. Et nous sommes cette réalité insaisissable. Donc, tout ce que nous pouvons saisir n'est pas notre réalité. Tout ce que nous pouvons saisir par la pensée, ou par les mains, ou par la vue, par l'ouïe, etc., tout ce que nous pouvons saisir n'est pas notre réalité. Il faut comprendre cela. Je vais vous dire que on ne fait pas l'expérience de la conscience qui s'évapore, c'est tout. Même quand on dort. Bien sûr. On se rappelle plus de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut rien dire. Le fait qu'on ne se rappelle plus de quelque chose ne veut pas dire l'absence de conscience. Ou même si je vous demande, que faisiez-vous l'an dernier, le même jour à la même heure, exactement? Quelles étaient les pensées qui vous couraient par la tête? Vous direz, je n'ai pas de mémoire de ça. Et maintenant, si je vous demande, est-ce que ça veut dire qu'il y a un an, le même jour à la même heure, vous n'étiez pas consciente? Par rapport au contenu qui bouge et au contenant qui est ce que je suis, enfin, ce qu'il faut que je vois, c'est insaisissable. C'est insaisissable et... C'est insaisissable sous forme d'expérience objective. Ça ne veut pas dire que ce soit insaisissable, point à la ligne.
Laissez-moi vous le montrer. Si je vous pose la question, en ce moment même, y a-t-il conscience? Oui. Donc pour répondre à cette question, vous avez dû le saisir. Oui. Mais cette saisie se fait dans un intervalle intemporel en quelque sorte. C'est un autre mode de perception qui ne se produit pas dans la durée. Il faut s'ouvrir à la possibilité, au fond, que nous avons deux modes de connaissance. Un, que nous connaissons bien, qui est celui qui est cultivé dans les écoles, qui est le mode de connaissance objective, qui est le seul qui soit reconnu dans la culture et dans la société dans laquelle nous vivons. Mais un autre mode, qui est différent, qui est un mode instantané, en quelque sorte, un mode direct, un mode de connaissance immédiate. Par exemple, le mode de connaissance selon lequel nous savons que nous sommes conscients. C'est aussi le mode de connaissance de la compréhension. Lorsque la compréhension nous vient, c'est instantané. Avant, on n'avait pas compris, maintenant on a compris. J'ai l'impression qu'elle est... Je sais que c'est une impression et que ça fait partie du contenu, mais que c'est extrêmement limité cette compréhension. Dans la mesure où il n'y a pas de mémoire qui suit. C'est... Dans la mesure où il n'y a pas de mémoire, c'est absolument pas rassurant. Quand on dit qu'il y a deux intelligences, ok, mais c'est... Il y a de la difficulté à porter son attention là-dessus, parce qu'il y a de la peur derrière. Il y a de la peur de... Oui, de lâcher le connu. Oui, de lâcher le connu et d'aller nulle part. Et en fait, de rester... Oui, mais regardez, même dans la compréhension ordinaire, les grandes découvertes se sont toujours produites par un lâcher du connu, forcément. Quand Kekulé a découvert la structure de la molécule de benzène, qui était une forme d'hexagone, jusqu'à présent, il regardait les molécules comme étant linéaires. Il n'avait pas à faire rentrer les 6 atomes de carbone et les 6 atomes d'hydrogène dans un schéma linéaire avec les balances. En rêve, il a vu que si on refermait la boucle, autrement dit, lâcher prise du connu, de la structure linéaire moléculaire, il fallait qu'il lâche la structure linéaire pour trouver la structure en boucle qui se... S'il vous plaît. Trouver la structure qui se referme sur elle-même. Oui? Donc, toute découverte, toute créativité se fait par un lâcher du connu. Tant qu'on patauge dans le connu, on reste dans le connu. Et c'est justement l'ouverture provient de cette dimension différente. Tant qu'on reste dans le mental, on est, au fond, comme un ordinateur qui process, qui traite des données, qui ont été mises à l'entrée, mais l'ordinateur, il ne va rien créer, il va simplement digérer les choses et les présenter sous une autre forme en sortie. Mais il n'y a aucun apport personnel, si vous voulez, de l'ordinateur. Donc tant qu'on reste dans le mental, on fonctionne, si vous voulez, en circuit fermé. Il n'y a pas cette ouverture. L'ouverture créatrice vient justement de cette dimension, qui est la dimension par laquelle se fait la compréhension. La compréhension, elle vient d'une autre dimension. Oui, mais c'est le fait aussi de voir que c'est pas nous qui allons faire les choses. Le fait que c'est pas nous qui allons décider d'avoir le moment de compréhension, d'intelligence, ça... Mais pourquoi dire ça n'est pas nous? Bien sûr, c'est nous. Lorsque nous comprenons quelque chose, c'est bien nous qui comprenons. Nous revendiquons la compréhension, et à juste titre, car justement, la compréhension s'effectue au cœur de nous-mêmes, au centre véritable, si vous voulez. Si vous voulez une représentation, si vous voulez,
le centre véritable, représentez-vous des sphères concentriques, si vous voulez, et la compréhension se fait au centre de la sphère, qui est un point qui n'a pas, au fond, d'existence objective, si vous voulez. Et c'est là que se fait la compréhension. Et ensuite, la compréhension se projette sur la sphère mentale, n'est-ce pas, qui, elle, a des dimensions. Donc, il va y avoir une longueur, une surface, donc des qualités, une couleur, etc., à cette projection. Mais la compréhension elle-même est issue, justement, de ce point central. Je ne sais pas si ma métaphore... Oui, je comprends qu'il y a des couches supplémentaires de couleurs, enfin, et qu'il y a des interprétations qui se mettent en place. Ça, c'est l'interprétation de ce que vous dites. Voilà. Mais surtout, regardez, voyez par vous-même que chaque fois qu'il y a compréhension, chaque fois qu'il y a créativité, il y a un lâcher-prise du connu, justement. Je disais cela pour dire que la peur n'a pas lieu d'être. Cette peur n'a pas lieu d'être. Une fois qu'on a compris que, justement, ce qui nous est utile, c'est-à-dire que chaque fois qu'on évite la répétition, c'est parce qu'on a fait confiance, au fond, au lâcher-prise. Vous voyez, donc on apprend à vivre dans le courage, au fond. Le courage, c'est le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise du connu, qui est la porte ouverte à la créativité. C'est s'ouvrir à la vie, au fond. Monsieur ? J'ai une question. Quelle est l'utilité de la mémoire dans ce cas-là? La mémoire, c'est un outil. C'est un outil. C'est un outil. Il ne faut pas négliger les outils. La mémoire nous sert constamment. Mais la mémoire n'a pas de fonction créatrice. Est-ce qu'elle peut être un frein dans ce cas-là? Non, mais ce qui est un frein, c'est l'attachement. C'est l'attachement aux structures existantes, l'attachement au statu quo. Et donc c'est l'absence d'ouverture à l'inconnu. Il faut au fond toujours rester sur un connu provisoire. Ne jamais accorder une valeur définitive au connu. C'est ce qui veut dire, en d'autres termes, ne pas s'attacher au connu. Les connaissances sont utiles, bien sûr, mais notre attachement au connu nous empêche de nous ouvrir à la créativité.